Bonjour et bienvenue à Voyage dans l'espace, où que vous soyez dans l'univers, nous espérons que vous allez bien. Ici Florent Meunier, je suis en compagnie de Claude Lafleur et de Dylan Baillargeon. Et avec ce balado, nous entamons la 8e année de Voyage dans l'espace et nous saluons chaleureusement à cette occasion Mathieu Rancourt qui a initié le balado avec Claude et dont le premier épisode a été diffusé le 4 février 2018. Pour ceux qui veulent des nouvelles, Mathieu se porte à merveille, il demeure un fidèle auditeur de Voyage dans l'espace. Alors Claude, la belle aventure se poursuit cette année avec un programme déjà bien rempli. Exactement. En fait, je trouve ça un peu incroyable de penser qu'on aborde notre 8e saison. Quand on a commencé l'aventure, Mathieu et moi, j'aurais jamais passé me rendre à une 8e saison. On a fait plus de 150 balados maintenant, si on compte les entrevues que j'ai faites avec, entre autres, des jeunes astronomes. C'est vraiment une aventure étonnante. Hein? Moi, j'aurais pensé qu'on aurait fait un balado pendant 2-3 ans. Finalement, on est rendu à notre 8e. Et il y a plein de sujets. D'ailleurs, j'ai envoyé à mes collaborateurs, mes coéquipiers, j'ai envoyé la liste de ce que je pense être la série de balados pour l'année. Mais ça change tellement rapidement que entre la liste que je fais aujourd'hui et celle qui va être publiée, qui va être faite au cours de l'année, ça va être 2 choses différentes. C'est vraiment une très, très belle aventure que vous nous permettez de vivre, parce que si on n'avait pas d'auditoire, si on n'avait pas d'auditeurs, d'auditrices, on ne le ferait pas. J'en profite d'ailleurs pour remercier chaleureusement nos Patreons, ceux qui nous appuient financièrement. C'est un petit geste que vous faites, mais qui est très, très important. C'est-à-dire que si vous n'étiez pas là, ça serait très démotivant, puis on laisserait probablement tomber. Le fait que certaines d'entre vous se donnent la peine de financer un petit peu, ça nous apporte un petit revenu d'appoint, mais c'est surtout, c'est tangiblement que vous montrez que vous aimez le balado. L'autre chose, évidemment, on pourrait faire, entre guillemets, un balado payant, c'est-à-dire accessible qu'à ceux qui paieraient, mais on ne veut pas faire ça. On veut que tout le monde puisse l'écouter, parce qu'on sait très bien que tout le monde n'a pas nécessairement les moyens de nous appuyer financièrement. Donc, on veut que le balado reste gratuit pour tout le monde, mais sachez que les Patreons qui se donnent la peine de nous fournir un petit montant, c'est très, très apprécié. On ne le dira jamais assez. Vous l'entendez peut-être dans d'autres balados où les gens le disent. Il faut vraiment le vivre pour le comprendre, de dire oui, l'appui des Patreons est très, très important. Ça fait qu'on vous remercie chaleureusement et on pourra vous dire que collectivement, on vous dédie la prochaine saison parce que c'est grâce à vous qu'on est encore là aujourd'hui. Oui, c'est vrai, merci à vous, on ne le dira jamais assez, tout à fait. L'année 2024 pourrait bien passer à l'histoire comme une année charnière. En effet, avec le retour de Donald Trump à la barre des États-Unis, on dira peut-être un jour qu'il y avait le monde d'avant 2025 et celui d'après. Ainsi, l'année qui vient de s'écouler dans le domaine spatial pourrait bien refléter ce basculement, et pour plusieurs autres raisons, ce fut également une année qui nous a réservé son lot d'événements marquants. Parmi ceux-ci figure la première cueillette d'échantillons de la face cachée de la Lune rapportée sur Terre par la sonde chinoise Chang'e 6, les 4 tirs d'essai du vaisseau Starship, dont la spectaculaire capture du premier étage, ainsi que l'incroyable mésaventure des 2 astronautes américains partis en capsule Starliner pour 1 semaine, mais qui ne reviendront sur Terre qu'au bout de 10 mois, si tout va bien. Du jamais vu. Ajoutons à cela la quantité d'autres événements d'intérêt dans le premier vol des fusées Ariane 6, Vulcan, Longue Marche 12, mais aussi New Glenn, le lancement de la sonde européenne Hera qui explorera un duo d'astéroïdes en 2026, ainsi que celui de la sonde Europa Clipper qui scrutera à partir de 2030 les océans d'une lune de Jupiter. Et ajoutons enfin l'invraisemblable ascension d'Elon Musk, dont l'entreprise SpaceX domine déjà le spatial et qui fait craindre que l'homme le plus riche du monde en profitera pour accroître sa mainmise sur le spatial. Nous poursuivons donc nos revues d'actualité amorcées en 2019 que nous menons déjà depuis 5 ans. L'actualité change vite dans le domaine spatial, surtout ces dernières années. Ce que l'on raconte aujourd'hui peut être faux demain. N'est-ce pas donc un peu risqué, Claude ? En fait, ce qui est amusant, c'est de voir à quel point les choses changent rapidement. Pour faire la rédaction de ce balado-là, j'ai relu en bonne partie les balados qu'on avait faits dans les années précédentes, les revues de l'année qu'on a faites. Et je suis toujours surpris de voir à quel point les choses changent vite et de façon totalement inattendue. Sans rentrer dans les détails, je pourrais donner l'exemple du tourisme spatial qui a commencé en trombe à l'été 2022 et qui s'est poursuivi à l'automne 2022. Et là, on se disait, oh, le tourisme spatial, c'est parti. Quand vous regardez ce que j'écrivais à l'époque par rapport à ce qui s'est passé par la suite, c'est pas du tout ça qui est arrivé. Le spatial, dans le fond, montre à quel point la réalité change vite, notre monde change vite.
C'est vrai du spatial comme c'est vrai du reste du monde. D'ailleurs, moi, une chose que je constate depuis 55 ans, c'est que le domaine spatial, c'est un peu un baromètre de notre monde. C'est-à-dire, ça illustre un peu comment l'ensemble du monde fonctionne. Parce qu'évidemment, dans le spatial, on parle de haute technologie, de technologie de pointe. On parle également de politique. Il y a des enjeux politiques, il y a des raisons politiques pour lesquelles on fait certaines choses et pas. On parle de collaboration ou de compétition. Donc, le spatial, c'est un peu le baromètre du monde. Et puis, quand vous regardez ou vous réécoutez les balados qu'on a fait, des revues de l'année qu'on a fait depuis 5 ans, vous allez voir à quel point les choses changent vite. Et là, évidemment, on parle de 2024, une année charnière. Moi, je pense qu'entre ce qu'est 2024 et ce que va être le monde dans un an, ça va être très différent étant donné la venue de Donald Trump. Donc, c'est intéressant de faire une revue de l'année, une espèce d'instantané, de vous dire qu'est-ce que je pense que la situation elle est actuellement et de voir 1 an ou 2 ou 5 ans plus tard que le monde a vraiment beaucoup changé. C'est l'intérêt à la fois du balado qu'on fait aujourd'hui et des balados qu'on a fait dans les années précédentes. Les revues de l'année sont encore très intéressantes à écouter. D'ailleurs, je vous invite à les réécouter parce que moi, j'ai été surpris de voir tout ce que je racontais par rapport à dire « Hey, le monde a changé depuis 2020, 2021, 2022 ». En effet, mon cher Claude, et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Nous vous convions d'ailleurs à redécouvrir les précédentes revues de l'année pour constater à quel point le monde change rapidement, et souvent de façon étonnante. Nous vous convions donc à revisiter le balado 37, les surprises de l'été 2019, le balado 57, l'effet saillant de 2020 à 2021, le balado 68, le tourisme spatial, la nouvelle course à l'espace, le balado 78, bilan 2021, perspective 2022, le balado 90, l'actualité commentée de l'été 2022, le balado 102, l'actualité 2022 commentée, homme dans l'espace, les balados 103 et 104, l'actualité commentée, l'exploration du système solaire, première partie et la deuxième partie, le balado 115, un certain regard sur l'actualité 2023, le balado 126, actualité 2023, station orbitale et tourisme spatial, le balado 127, actualité 2023, l'année du retour à la Lune. Qui sait donc ce qu'on retiendra de l'année 2024, tant le monde des prochaines années risque de changer profondément. Les premiers mois lunaires. On l'a peut-être déjà oublié, preuve que le temps passe vite et que l'actualité change souvent du tout au tout, mais il y a 1 an, nous étions en pleine reconquête de la Lune, le sujet de notre balado 127, l'année du retour à la Lune. Rappelons donc brièvement les 2 premières opérations lunaires de 2024 que nous avons décrites en détail dans le balado. D'abord, le 7 janvier, la nouvelle fusée américaine Vulcan propulse vers la Lune la sonde Peregrine de la firme Astrobotic. Malheureusement, quelques heures après son envol, celle-ci connaît une défaillance catastrophique. Et après analyse, Astrobotic conclut qu'une valve de pressurisation du système de propulsion de l'engin ne se serait pas fermée correctement, ce qui a entraîné la rupture d'un réservoir et une perte massive de carburant. Résultat, Peregrine ne disposait plus de l'énergie nécessaire pour tenter un alunissage. La sonde poursuit néanmoins sa route vers la Lune durant quelques jours avant de revenir vers la Terre, où elle se consume au-dessus du Pacifique, 11 jours après son lancement. Puis, le 19 janvier, la sonde SLIM de l'agence spatiale japonaise JAXA, lancée 4 mois plus tôt, entame sa descente vers le sol lunaire. Cependant, juste après avoir touché le sol, elle demeure muette. Venait-elle de s'écraser? Eh bien non. Après un interminable silence radio, les contrôleurs parviennent à rétablir la communication avec SLIM. Il apparaîtrait que dans les derniers instants de la descente, alors que la sonde se trouvait à plus de 50 mètres d'altitude, un des moteurs fusée a flanché, ce qui a eu pour effet de faire basculer l'engin. Résultat assez surprenant, SLIM s'est posé cul par-dessus tête, et oui, à l'envers, mais pourtant indemne, le Japon devenant ainsi le 5e pays à parvenir en douceur jusqu'à la Lune. En douceur. Après l'Union soviétique, les États-Unis, la Chine et l'Inde. Et juste avant de se poser, SLIM a largué 2 microsondes de 2 kg chacune. Et elles auront pour objectif l'exploration du sol lunaire. Celles-ci se déplacent ensuite sur le sol, l'une en rampant, l'autre en bondissant. L'une d'elles parvient même à photographier SLIM dans sa fâcheuse position.
Notons que Slim s'est posé très précisément à 55 mètres seulement du point visé, atteignant de la sorte son objectif premier. Encore plus remarquable, hein, c'est le fait que la sonde Slim avait été conçue pour fonctionner quelques heures sur la Lune. En fait, tout au plus quelques jours terrestres sur le sol lunaire, mais n'avait pas été conçue pour résister à la nuit lunaire. On sait que durant la nuit lunaire, qui dure l'équivalent de 2 semaines terrestres, le mercure descend jusqu'à moins 130 degrés. La sonde n'était pas conçue pour résister donc à des froids aussi profonds. Or, dans un premier temps, les contrôleurs japonais ont été capables de ressusciter la sonde durant quelques heures après la première nuit lunaire. Donc, le 25 février, ils ont été capables de remettre en marche la sonde. Et ils ont même été capables de la remettre en marche à la suite d'une deuxième nuit lunaire le 27 mars. Donc, la sonde a résisté au froid intense de la Lune. Ça illustre un peu la résilience du matériel japonais, c'est-à-dire que les Japonais ont développé l'expertise dans le domaine des sondes spatiales assez étonnante, c'est-à-dire qu'ils sont capables les sondes d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on pouvait penser, ils sont beaucoup plus résistantes qu'on l'avait imaginé. D'ailleurs, c'est une des caractéristiques que je faisais valoir dans le balado 135 sur les grands de l'espace, les grands joueurs de l'espace, où là, je disais, c'est vraiment, les Japonais ont développé une expertise un peu particulière dans le domaine des sondes spatiales, et c'est ce que illustre Slim, qui était beaucoup plus résistante au climat difficile de la Lune que pour laquelle elle a été conçue à l'origine. Le 15 février, une fusée Falcon 9 propulse vers la Lune la sonde Nova C, baptisée Odysseus, de la firme américaine Intuitive Machines. Celle-ci se place en orbite 6 jours plus tard et se pose le lendemain. Toutefois, comme dans le cas de Slim, Odysseus demeure muette un bon quart d'heure, le temps que les contrôleurs parviennent à rétablir le contact radio. Ils réalisent alors que, bizarrement, l'engin J, couché sur le sol, décidément. Et après analyse de la situation, les experts concluent qu'Odysseus s'est posé beaucoup plus brutalement que prévu et que, sous le choc, l'une de ses pattes s'est rompue. La sonde s'étant en outre posée sur une pente inclinée à 12 degrés, elle repose au sol selon un angle de 30 degrés par rapport à l'horizontale. Nous sommes arrivés sur la Lune avec bien davantage de vitesse de descente et de vitesse horizontale que prévu, explique Steve Altemus, le directeur général d'Intuitive Machines. Puisque notre sonde pensait qu'elle se trouvait plus haute qu'elle ne l'était en réalité, nous avons donc percuté le sol à vive allure. Sous le choc, au moins l'une des pattes donc s'est brisée, estime-t-il, et c'est alors que le véhicule s'est renversé. Heureusement, Odysseus a été capable de faire fonctionner la plupart de ses instruments, et ceux-ci ont transmis des bribes d'informations, mais beaucoup moins que prévu. Néanmoins, la NASA et Intuitive Machines ont conclu que cette mission est un succès incontestable. Il s'agit ainsi du premier engin américain à se poser sur la Lune depuis l'équipage d'Apollo 17 en 1972 et de la première sonde financée par une entreprise privée à réussir cet exploit. La fâcheuse position dans laquelle se trouve la sonde Odysseus illustre une particularité de la Lune auquel on n'avait pas pensé. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus facile de basculer sur la Lune, de se renverser que ce l'est sur Terre. Pour comprendre l'idée, imaginez un objet qui a la dimension d'un frigo, donc un objet qui est plutôt vertical, assez lourd. Sur Terre, un frigo, c'est dur de le renverser. Mais si vous remplacez un frigo par un bloc de polystyrène qui a les mêmes dimensions, c'est facile de le faire basculer. Or, sur la Lune, tout pèse 6 fois moins que sur Terre. Donc, tout est beaucoup plus léger. Ce qui fait qu'il est beaucoup plus facile de se renverser que ce l'est sur Terre. C'était le cas de la sonde Odysseus, un engin qui mesure 4,3 mètres de haut par seulement 1,6 mètres de diamètre. Donc, c'est un objet fait en hauteur. Alors que d'habitude, les modules lunaires sont plutôt trapus. Là. Si vous avez en tête le module Apollo, il était plus large que haut. Ça va être aussi le cas du fameux vaisseau Starship lunaire, la version lunaire du Starship que va utiliser SpaceX pour la mission lunaire. Le Starship, c'est un vaisseau qui mesure 50 mètres de haut. Ça, c'est l'équivalent d'un édifice d'une 20aine d'étages, par seulement 9 mètres de diamètre. Donc, ça va être un véhicule extrêmement renversant. Et ce qui s'est passé avec Odysseus pourrait très bien arriver avec Starship. En fait, il va falloir que Starship se pose sur un terrain très, très horizontal parce que le moindrement qu'il y aura une pente, d'ailleurs, dans le cas des missions Apollo, la plupart des modules lunaires se sont posés sur des terrains un peu en pente. Ça posait des petits problèmes, mais le vaisseau était très stable. Dans le cas de l'équivalent de Starship risque d'être catastrophique. Donc, sur la Lune, c'est pour ça d'ailleurs sur la Lune, les astronautes ont plus tendance à chuter
parce que, encore là, le principe ils sont faits en hauteur, les astronautes, donc ils peuvent se renverser beaucoup plus facilement que sur Terre. C'est une caractéristique auquel on n'avait pas pensé, mais que nous a fait découvrir en quelque sorte Odysseus. L'exploit de l'année. L'événement spatial de l'année 2024 est sans contredit la mission chinoise Chang'e 6. Cette sonde s'est envolée le 3 mai et il s'agit en réalité d'un ensemble de 4 éléments, un vaisseau de transport Terre-Lune-Terre, un alunisseur, un étage de remontée et une capsule capable de revenir sur Terre. On apprendra par la suite que l'alunisseur transporte également un mini-astromobile au sujet duquel les Chinois se font étonnamment discrets. Comme nous l'avons expliqué dans le balado 108 sur la reconquête de la Lune, à propos de la mission Chang'e 5, qui a rapporté sur Terre des échantillons de la face visible de la Lune en 2020, une telle opération revient à réaliser une mission Apollo en mode automatique. Voilà qui constitue en soi un bel exploit, mais dans le cas de Chang'e 6, celle-ci se posera sur la face cachée de la Lune, où elle ne sera jamais en contact direct avec la Terre. C'est là une difficulté additionnelle d'importance. Pour assurer les communications radio, les Chinois ont donc préalablement placé en orbite autour de la Lune un satellite relais. Et si cette mission réussit, elle nous rapportera des premiers échantillons de la face cachée, au sujet de laquelle on ne sait presque rien. Après 112 heures de vol, Chang'e 6 se déplace en orbite lunaire le 8 mai. Toutefois, à partir de là, les Chinois se montrent étonnamment avares d'informations sur le déroulement de la mission. En particulier, ils ne divulguent pas le calendrier des étapes à venir, pas même la date de l'alunissage. Tout juste nous disent-ils que, si tout va bien, cette mission devrait s'échelonner sur 53 jours, la capsule contenant les précieux échantillons devant revenir sur Terre le 20 ou le 21 juin. Voilà qui surprend un peu les observateurs, parce que lors de la précédente mission de récupération d'échantillons lunaires, de la face visible de la Lune, les Chinois nous avaient tout dit ce qui se passait, nous avaient fait état de leur calendrier, exactement du déroulement de la mission, alors que cette fois-ci, ils se sont montrés beaucoup plus discrets. D'ailleurs, je me souviens que c'était un peu surprenant au début du mois de juin. On s'attendait que la sonde allait se poser, que Chang'e 6 allait se poser, mais on ne savait pas quand et on spéculait. Puis même quelques heures d'avance, on pensait. Puis finalement, on a appris que la sonde s'est posée sans que l'événement ait été couvert en direct. Ça a surpris beaucoup les observateurs. Moi, mon hypothèse pour expliquer ce phénomène-là, comme je le disais dans le balado 120 des Chinois sur la Lune, je pense que les responsables chinois deviennent de plus en plus, je ne sais pas si mon terme est bon, frileux par rapport à la possibilité d'échec. C'est-à-dire que plus le président chinois Xi Jinping installe son pouvoir, devient de plus en plus une dictature, plus c'est dangereux d'échouer dans ce qu'on entreprend parce que vous pouvez facilement perdre votre travail, sinon même vous ramasser en prison. Donc, je pense qu'il y a une certaine frilosité qui s'installe chez les responsables qui savent que, même si Xi Jinping n'a rien dit, ils savent qu'ils n'ont pas le droit à l'échec et tout échec peut être fatal pour eux. Et c'est une tendance un peu désolante, mais c'est quand même contrastant l'ouverture que les Chinois ont montrée lors de la mission Chang'e 5, où ils sont allés récupérer des échantillons de la face visible, et la mission Chang'e 6, où là, ils sont allés chercher des échantillons de la face cachée. C'est pas la même couverture et c'est peut-être une tendance qu'on est en train de voir se développer en Chine, qui est évidemment une tendance très malheureuse. C'est ainsi qu'alors qu'on spécule sur la date d'alunissage que les Chinois ne dévoilent même pas quelques heures à l'avance, Chang'e 6 se pose en douceur le 2 juin dans un cratère nommé Apollo et situé près du pôle sud. Notons qu'au cours de la descente, la sonde utilise un système automatique de repérage visuel afin d'éviter de se poser en terrain accidenté, comme s'il y avait d'un pilote à bord. Ce système sélectionne une zone d'alunissage relativement sûre, puis juste avant de s'y poser, elle fait du surplace à environ 100 mètres d'altitude, le temps d'utiliser un scanner laser en 3 dimensions pour déterminer son point d'atterrissage optimal. C'est ainsi que Chang'e 6 a accompli un 4e alunissage chinois en autant de tentatives, et le 2e sur la face cachée, après Chang'e 4 en 2018. Ensuite, tel que prévu, elle ne demeure que 48 heures sur le sol lunaire, le temps de prélever 2 kg d'échantillons. À l'aide d'un bras robot, elle recueille un éventail de petites roches et du sol alors qu'une foreuse prélève une carotte dans le sol lunaire. Ces échantillons sont ensuite placés dans un conteneur fixé sur l'étage de remontée. Celui-ci s'envole de la Lune le 3 juin et s'arrime 3 jours plus tard au vaisseau de transport. Là, les échantillons sont insérés dans la capsule de retour sur Terre.
Entre-temps, dans le cratère Apollo, divers instruments scientifiques placés sur l'alunisseur étudient l'environnement lunaire. En outre, un drapeau de la Chine est déployé puis photographié. Il s'agit, nous dit-on fièrement, de la première bannière nationale déployée sur la face cachée de la Lune. L'alunisseur libère en outre un astromobile qui, jusque-là, avait demeuré secret. Il s'agit, apprend-on, d'un minuscule engin de 5 kg seulement, contre 140 kg pour les U-2 déposés sur le sol lunaire lors des missions de Chang'e 3 et 4. Ce mini-rover est détaché de manière autonome de l'atterrisseur, pour se déplacer vers une position appropriée à quelques dizaines de mètres de la sonde. Il a finalement sélectionné un angle idéal pour photographier l'alunisseur, et l'image obtenue montre l'atterrisseur et ses panneaux solaires, son bras robot et le drapeau chinois. On nous précise aussi que cet astromobile possède une intelligence autonome considérablement améliorée par rapport au U-2. Une fois les échantillons placés dans la capsule de retour sur Terre, on nous précise que le vaisseau de transport demeurera en orbite lunaire durant environ 2 semaines, en attendant la fenêtre de retour sur Terre. Et finalement, le 25 juin, le vaisseau de transport largue sa capsule qui traverse à vive allure l'atmosphère terrestre pour se poser en douceur en Mongolie intérieure. Elle rapporte ainsi sur Terre les premiers échantillons de la face cachée de la Lune. C'est vraiment une grande première qu'ont réussi les Chinois, parce que récupérer des échantillons de la face cachée de la Lune, c'est une opération difficile, mais surtout, c'est que on connaît presque rien de la face cachée de la Lune. Là. On a tout à apprendre, et d'ailleurs, les analyses que vont permettre de faire cette cueillette-là ont été très importantes. Donc, c'est une grande première complexe que les Chinois ont réussi, et c'est vraiment un bel exploit, un exploit remarquable pour les Chinois, surtout que ce qu'on sait, c'est que les Chinois se préparent d'ici une dizaine d'années à aller recueillir des échantillons sur la planète Mars, ce qui est une toute autre opération beaucoup plus complexe, mais c'est un excellent entraînement que de récupérer des échantillons de la face cachée. Et donc, les Chinois font vraiment des progrès intéressants, et c'est une opération remarquable dont les Chinois sont très fiers, avec raison. Quant au vaisseau de transport, il a utilisé ses propulseurs afin d'éviter d'entrer en collision avec la Terre et pour gagner l'espace lointain. Le 10 septembre, il a ainsi rejoint le télescope Webb au point Lagrange 2 du système Terre-Soleil. C'est un point qui se trouve à 1,5 million de kilomètres de la Terre, du côté opposé au Soleil. Le 26 juin, au cours d'une brève cérémonie à Beijing, les ingénieurs ont ouvert la capsule Chang'e 6 et ont récupéré les précieux échantillons. Un total de 1935,3 grammes de matière lunaire ont été rapportés. Un succès total, donc. Ces échantillons ont été ensuite acheminés dans un laboratoire où ils seront analysés et entreposés. En septembre, une équipe de scientifiques chinois rapporte que ces échantillons présentent des caractéristiques différentes de celles des échantillons obtenus précédemment de la face visible. Ils ont une densité plus faible, rapporte-t-on, ce qui indiquerait une composition plus poreuse et moins structurée. Ils présentent aussi une concentration d'éléments tels que le thorium, l'uranium et le potassium nettement différents des échantillons rapportés par les missions Apollo et Chang'e 5. Les Chinois sont véritablement fiers de leurs exploits. Ainsi, dès l'automne, ils exposent au monde entier les premiers échantillons extraits de la face cachée à l'occasion du 75e Congrès international d'astronautique, qui se tient à Milan, en Italie. Puis, en novembre, quelques 75 000 grammes sont présentés lors du 15e Salon international de l'aviation et de l'aérospatiale de Chine. On y présente également la capsule de retour de Chang'e 6 et le conteneur scellé utilisé pour le transport du sol lunaire. Ailleurs dans le système solaire. Comme nous le relatons dans les balados 103 et 104 qui racontent ce qui se passe en matière d'exploration du système solaire, diverses sondes sont actuellement à l'œuvre un peu partout. C'est principalement le cas de Mars où plusieurs orbiteurs observent l'ensemble de la planète, tandis que les astromobiles Curiosity et Perseverance scrutent le sol à la manière de géologues ambulants. Mais voilà qu'en janvier, le valeureux petit drone Ingenuity rend l'âme à la suite d'un malencontreux incident. Rappelons qu'Ingenuity a été ajouté à la mission de Perseverance uniquement à titre de démonstration technologique. Ce drone ne devait effectuer que 5 courts vols d'essai en l'espace d'un mois. Comme prévu, il a réalisé ces 5 envolées au printemps de 2021. Mais celles-ci se sont déroulées si parfaitement que la NASA a décidé de convertir Ingenuity en éclaireur aérien au service de Perseverance.
Ainsi, en précédant l'astromobile, le petit hélicoptère repère les obstacles à éviter et les sites d'intérêt à étudier. Et au cours de 67 vols additionnels, échelonnés sur près de 3 ans, l'ingénieux éclaireur parcourt 17 km en plus de 2 heures de vol. Malheureusement, le 18 janvier dernier, lors de son 72e vol, tout contact radio est momentanément perdu alors que l'hélicoptère se trouve à 1 mètre d'altitude. Puis une fois le contact rétabli, les contrôleurs découvrent que l'une des pales de l'engin a été endommagée, sans trop savoir ce qui s'est passé au juste. Ce dommage empêche malheureusement tout nouveau vol. Et en conséquence, la NASA annonce à regret le 25 janvier la fin des opérations d'Ingenuity. Ingenuity a outrepassé et de très loin même nos attentes les plus folles. On ne peut pas penser qu'elle fonctionnerait pendant 3 ans et demi et qu'elle ferait 72 expéditions aériennes. C'est vraiment remarquable comme succès et ça ouvre des perspectives fort intéressantes parce que sur Mars, il y a quantité d'endroits très intéressants à explorer, mais qui sont très difficiles d'accès. On sait que sur Mars, par exemple, il y a de gigantesques canyons, ils seraient extrêmement intéressants à étudier. Il y a des vallées, il y a des cratères, etc. Ce serait vraiment formidable. Et on va pouvoir le faire à partir des années 2030 à l'aide de drones de 2e génération. Ça ouvre vraiment des perspectives intéressantes auxquelles on ne s'attendait vraiment pas. Il faut savoir aussi une particularité, Si sur Mars, on découvrait un endroit où il y a potentiellement de la vie, je pense entre autres de micro-organismes, supposons qu'on découvrait par exemple une poche d'eau, un endroit où on sait qu'il y a de l'eau, on ne pourrait pas, selon les critères éthiques qui ont été développés, aller sur place recueillir de l'eau parce qu'on risquerait de la contaminer. Si jamais on découvre comme ça des endroits susceptibles où il y a de la vie, il va falloir l'étudier à distance et on ne pourra pas s'approcher, aller recueillir un échantillon, à moins de changer nos paramètres éthiques. Et à ce moment-là, par contre, les drones vont peut-être nous permettre de survoler la région, de l'étudier de façon différente, sans jamais lui toucher. Donc, les drones vraiment vont changer notre façon d'explorer la planète Mars dans les prochaines années, étant donné le succès inattendu d'Ingenuity. Soit dit en passant, ça serait un peu la même chose sur la Lune. Il y aurait des endroits extrêmement intéressants à étudier, le fond de cratères, des collines, etc. Mais évidemment, sur la Lune, comme il n'y a pas d'atmosphère, impossible d'utiliser des drones. Donc, on va probablement pouvoir explorer la planète Mars d'une façon beaucoup plus intéressante qu'on ne peut le faire sur la Lune, justement à cause de la présence d'une atmosphère et la possibilité d'y faire voler des drones. Phénomène à peu près unique dans le système solaire. Par ailleurs, à l'autre bout du système solaire, la vénérable sonde Voyager 1 connaît ses propres difficultés qui, un temps, font craindre le pire. En effet, depuis novembre 2023, la sonde se trouve dans l'incapacité de transmettre des données cohérentes. Il semble qu'un bug dans le système informatique de bord entrave les communications. Ne pouvant que très difficilement communiquer avec l'engin, qui se trouve à 24 milliards de kilomètres de la Terre, rappelons-le, les ingénieurs font face à plusieurs difficultés. D'une part, aucun des concepteurs de l'ordinateur, qui remonte aux années 1970, n'est à présent disponible. Les ingénieurs d'aujourd'hui sont en outre confrontés à une technologie et à un langage informatique avec lesquels ils sont peu familiers. Ils doivent par conséquent se rabattre sur la documentation d'époque pour tenter de comprendre ce qui pourrait se passer. Mais voilà qu'en mars, la NASA annonce des progrès dans la remise en état des systèmes informatiques de Voyager 1. Les contrôleurs sont en effet parvenus à transmettre un premier signal, un poke en langage informatique, auquel la sonde a répondu. Voyager leur livre ensuite l'état de sa mémoire vive. Puis, au cours des mois suivants, les contrôleurs parviennent à nettoyer cette mémoire et à rétablir les principales fonctions. C'est ainsi qu'à présent, Voyager 1 transmet des données scientifiques habituelles sur son état et l'environnement cosmique dans lequel elle évolue. Tout un exploit compte tenu des lentes communications radio entre la Terre et la sonde, puisqu'un signal radio prend 23 heures pour franchir la distance entre la Terre et Voyager 1. Quant à Voyager 2, qui se trouve à près de 21 milliards de kilomètres de nous, elle poursuit également sa route vers les confins du système solaire. Depuis 2018, elle explore l'espace interstellaire situé par-delà la zone d'influence du Soleil. Comme sa consoeur, Voyager 2 continue de transmettre des données sur l'environnement interstellaire. Toutefois, les deux engins disposent de moins en moins d'énergie électrique, énergie qui est générée par des mini-centrales thermonucléaires.
Les contrôleurs espèrent néanmoins pouvoir maintenir le contact radio avec ces sondes pour encore une décennie. S'ils y parviennent, les Voyager frôleront alors les 60 ans d'existence, un record de longévité inégalé. Et elles se trouveront alors à quelques 200 unités astronomiques de nous, c'est-à-dire à une trentaine de milliards de kilomètres. Rappelons que Voyager 1 et 2 ont été les premières sondes à étudier en détail Jupiter et Saturne. Auparavant, il y avait les Pioneer 10 et 11 qui étaient passés par là, mais qui n'étaient pas vraiment équipés d'instruments scientifiques avancés. Donc, c'est vraiment les Voyager 1 et 2 qui ont étudié pour la première fois Jupiter et Saturne. Et tant qu'à Voyager 2, c'est la seule sonde qui a exploré Uranus et Neptune. Donc, on connaît encore peu de choses sur ces planètes-là parce qu'on a fait deux brefs survols. On peut peut-être rappeler aussi qu'on a raconté la grande aventure des voyageurs dans les balados 42, 43 et 49. C'est vraiment une des grandes épopées de l'exploration spatiale qu'on vous invite à réécouter parce que c'est drôle de penser, hein, les voyageurs 1 et 2, je pense que Florent, tu n'étais pas né au moment où ces sondes-là ont été lancées et elles sont encore en fonction. Moi, je les ai vues, j'ai suivi toute l'épopée, je les ai vues s'envoler à l'époque et je me dis aujourd'hui, je dois commencer à être vieux parce qu'il y a des gens qui sont rendus à un certain âge qui n'étaient même pas nés au moment où les voyageurs fonctionnaient. C'est vraiment une aventure extraordinaire que je vous invite à réécouter parce que c'est un plaisir de le raconter et c'est un des grands épisodes de l'exploration spatiale. Premier succès pour Starship. Entre-temps, le 14 mars, SpaceX procède au troisième tir de son vaisseau Starship. Rappelons que les deux premiers essais réalisés les 20 avril et 18 novembre 2023 se sont soldés par des échecs. Lors du premier tir, le vaisseau s'est désintégré peu après son décollage, tandis que lors du deuxième tir, les deux étages du vaisseau ont explosé en vol un peu plus tard. Cette fois, le premier étage du vaisseau, le booster Super Heavy, décolle sans problème, puis après 3 minutes de vol propulsé, il tente d'effectuer un amérissage en douceur dans le golfe du Mexique. Cependant, la manœuvre se conclut plutôt par l'impact du Super Heavy à plus de 1000 km/h. Pour sa part, l'étage supérieur, le Starship poursuit sa course jusqu'à 235 km d'altitude, et alors qu'il se trouve dans l'espace au sommet de sa trajectoire, SpaceX procède à l'ouverture d'une porte de la soute et effectue un test de transfert de carburant d'un réservoir à l'autre. SpaceX avait aussi prévu de mener un bref rallumage de l'un des moteurs fusée Raptor, mais ce test a été annulé car le vaisseau était trop instable. Starship amorce ensuite sa rentrée dans l'atmosphère et tout au long de son vol, des caméras extérieures nous fournissent des images exceptionnelles relayées par les satellites Starlink, deux belles démonstrations technologiques. On voit ainsi pour la première fois le plasma enveloppant le vaisseau spatial durant sa traversée de l'atmosphère. Cependant, toute communication cesse alors que Starship se trouve encore à 65 km d'altitude. Le Starship s'est donc consumé. Néanmoins, ce vol d'essai marque des progrès significatifs par rapport aux deux premiers tirs. Le 6 juin, SpaceX réalise le 4e tir. Et encore là, le décollage s'effectue sans problème. Cette fois, le Super Heavy réussit son amérissage en douceur dans le golfe du Mexique, en allumant 3 de ses moteurs Raptor, réduisant sa vitesse à 0 au moment de toucher l'eau. On assiste en direct à une manœuvre spectaculaire. De son côté, Starship poursuit sa course que l'on peut suivre grâce à plusieurs caméras extérieures qui diffusent via Starlink. C'est ainsi qu'on voit clairement le vaisseau contrôler sa descente avant de finir par s'écraser en mer 65 minutes après son décollage. Un premier tir d'essai quasi parfait. Une super arme spatiale russe. Le 14 février, Mike Turner, un politicien républicain qui dirige l'un des comités du renseignement du Congrès américain, révèle que les Russes seraient sur le point de concevoir une arme nucléaire qui pourrait un jour servir dans l'espace. Il somme alors le président Biden de dévoiler les informations secrètes qu'il détient, afin, dit-il, de permettre une discussion ouverte sur les enjeux que pose ce secret. Sur le coup, les propos de Turner font sensation car ils sèment l'inquiétude. Dans les médias, on parle en effet d'une arme nucléaire conçue pour anéantir le vaste réseau de satellites militaires américains. Or, les services de renseignement et le Pentagone dépendent d'une multitude de satellites espions, de communication, de navigation, d'alertes de tirs de missiles, etc. Et si un jour les Russes parvenaient à paralyser tous ces satellites, la défense américaine serait à toute fin pratique aveuglée et paralysée.
L'administration Biden est donc forcée de confirmer les dires de Turner. Toutefois, elle s'empresse d'ajouter que si on parle d'une menace sérieuse, celle-ci ne constitue en aucun cas une menace immédiate. Ainsi, John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité de la Maison-Blanche, explique qu'une telle arme est loin d'être au point et que, par conséquent, nous disposons encore de beaucoup de temps pour empêcher son déploiement. Il n'y a aucune menace immédiate à la sécurité de quiconque, insiste-t-il. En revanche, Kirby ne dévoile pas s'il s'agit ou non d'une arme nucléaire. De leur côté, les Russes s'empressent de nier l'existence d'une arme quelconque. Au contraire, le vice-ministre des Affaires étrangères prétend plutôt que les Américains diffusent des inventions malicieuses, tandis que le porte-parole du Kremlin qualifie ces informations de nouveaux stratagèmes de la Maison-Blanche. Reste à savoir si nous sommes en présence d'une opération de désinformation, et si oui, de la part de qui. Comme on se l'explique par la suite, une arme nucléaire qui exploserait à haute altitude paralyserait d'un coup sûr tous les satellites. On rappelle aussi que les États-Unis en ont fait une démonstration éclatante lorsque le 9 juillet 1962, ils ont fait détonner une bombe thermonucléaire à 400 km d'altitude au-dessus du Pacifique. Du coup, d'un bout à l'autre de l'océan, le ciel s'est embrasé et les communications radio ont été brouillées temporairement. Tandis qu'à la surprise générale, 3 des rares satellites qui gravitaient autour de la Terre ont été endommagés. Écoutez à ce sujet le balado 98, l'année spatiale 1962, la deuxième partie. Une telle explosion illustre le fait que si vous faites exploser une bombe nucléaire à haute altitude, vous ne détruirez pas que les satellites militaires, mais également les satellites civils. En fait, vous allez détruire non seulement les satellites américains, mais européens, canadiens, japonais, russes, etc. C'est-à-dire que vous détruiriez tout le monde. Vous détruiriez autant les satellites de vos ennemis que les satellites de vos alliés. Vous en prendriez à tout le monde, y compris à vous-même. En outre, si une explosion de ce type survenait aujourd'hui, ça tuerait les astronautes et les cosmonautes qui sont à bord de la Station spatiale internationale, mais également les astronautes chinois qui sont à bord de la station Tiangong 3. Autrement dit, si les Russes faisaient exploser une bombe nucléaire dans l'espace, non seulement ils s'en prendraient à leurs ennemis, mais également à leurs alliés et à eux-mêmes, ce qui est évidemment insensé. Donc, l'idée de dire que les Russes préparent une arme nucléaire qui détruirait tous les satellites d'un seul coup, c'est un peu insensé. On pourrait rajouter que si les Russes voulaient s'en prendre à chacun des satellites militaires américains, il y en a des douzaines, pour ne pas dire quelques centaines, ce serait une opération d'une ampleur inimaginable. Donc, autrement dit, la fameuse idée que les Russes sont en train de mettre une arme nucléaire qui pourrait s'en prendre aux satellites militaires américains est un petit peu absurde, bien qu'on ne sait pas ce que les Russes préparent, si c'est le cas. Notons que depuis l'annonce de Turner, on a guère entendu parler de l'arme nucléaire russe. La fameuse discussion ouverte qu'il rêvait d'imposer n'a jamais eu lieu. Et en revanche, ce printemps, on a assisté à une passe d'armes aux Nations Unies, comme on en voit régulièrement entre Américains et Russes. C'est ainsi qu'en avril, les États-Unis et le Japon ont déposé au Conseil de sécurité de l'ONU une résolution appelant toutes les nations du globe à réaffirmer leur engagement ferme à ne jamais déployer d'armes atomiques dans l'espace, ni même à en concevoir une. Mais voilà que rapidement, le représentant russe qualifie cette motion de manœuvre sans scrupule. Puis, lorsque soumise au vote le 24 avril, elle est soutenue par 13 des 15 membres du Conseil de sécurité, tandis que la Chine s'est abstenue et que la Russie impose son veto. Le mois suivant, la Russie propose sa propre résolution visant cette fois à mettre fin à toute course aux armements spatiaux. Cette fois, les Américains s'objectent en parlant d'hypocrisie, puisque, affirme-t-il, la Russie et la Chine déploient déjà des armes. La résolution russe est alors aussi rejetée. Entre-temps, le 8 avril, il est survenu l'événement qui a marqué à peu près tout le monde en Amérique du Nord, la fameuse éclipse, l'éclipse du soleil, qui a été un événement qui a dépassé de loin nos attentes, même les plus folles, si je peux reprendre mon expression de tantôt. On en a parlé dans le balado 132, l'éclipse d'une expérience d'une vie. D'ailleurs, je vais mentionner que dans le temps des fêtes, les gens que j'ai rencontrés, on leur demandait quel était
l'événement le plus significatif, le plus bel événement de l'année 2024. Et tous ceux et celles qui ont eu, à peu près, en tout cas, tous ceux et celles qui ont eu l'occasion de voir l'éclipse, ont dit que c'était l'éclipse du 8 avril. C'était vraiment un événement fantastique. On ne le dira jamais assez. D'ailleurs, je soulignerai à mes amis européens, si vous avez la chance, là, il y a une éclipse prévue le 12 août 2026 en Espagne. Si vous avez une chance de vous y rendre, allez-y parce que c'est vraiment un spectacle extraordinaire et c'est encore mieux que ce que je peux vous en dire. Parti pour une semaine. Le 5 juin, après 4 années de retard, puis une demi-douzaine de reports de dernière minute, 2 astronautes américains s'envolent pour la première fois à bord d'une capsule Starliner conçue par Boeing. Barry Butch Wilmore et Sunita Sonny Williams doivent réaliser un simple vol d'essai d'une semaine qui les conduira jusqu'à la Station spatiale internationale. Ils y rejoindront les 3 Russes et 4 Américains qui constituent l'expédition 71. Rappelons qu'en 2014, la NASA a attribué à Boeing et à SpaceX des contrats à prix fixe pour développer des capsules spatiales conçues pour acheminer des équipages vers l'ISS. Il aura fallu 10 ans à Boeing pour concevoir sa capsule spatiale, ainsi que 4,2 milliards de dollars, alors que dans les années 60, les Américains n'ont mis que 9 ans pour atteindre la Lune. De son côté, SpaceX a mis 6 ans et 2,6 milliards de dollars pour développer sa Crew Dragon, capsule qui transporte depuis 2020 des équipages vers la station. Une fois placés en orbite, les 2 astronautes mettent 27 heures pour gagner l'ISS. Ils arrivent cependant leur capsule avec 1 heure de retard à cause d'ennuis techniques. En effet, chemin faisant vers la station, 5 des 16 petits moteurs fusées contrôlant les déplacements du Starliner tombent en panne. On découvre alors des fuites d'hélium dans le système de propulsion du vaisseau. Voilà qui étonne puisque justement plusieurs des retards de lancement avaient été provoqués par des fuites semblables. On croyait donc le problème réglé avant le lancement. La NASA et Boeing avaient même affirmé que Starliner pouvait voler avec quelques fuites d'hélium. L'agence spatiale affirme maintenant qu'il ne s'agit pas du même type de fuite. S'amorce alors le psychodrame qu'on a tous suivi durant l'été, c'est-à-dire le retour sur Terre sans cesse reporté des 2 astronautes. Dans un premier temps, la NASA indique que Wilmore et Williams reviendront sur Terre le 26 juin, puis au début de juillet, puis à la mi-juillet ou encore à la fin de juillet, sinon même en août. Certains médias qualifient alors les 2 astronautes de perdus dans l'espace, ce qui n'est pas le cas puisqu'ils sont en sécurité à bord d'ISS. Le 6 août, alors qu'ils se trouvent dans l'espace depuis 2 mois, la NASA annonce la possibilité de les rapatrier que dans 6 mois. Et à bord d'une capsule, le Crew Dragon. La capsule Starliner reviendrait d'elle-même sans équipage en septembre. Ensuite, une capsule de Crew Dragon serait lancée fin septembre avec 2 membres d'équipage, au lieu des 4 prévus, afin de faire place aux 2 rescapés de l'espace. Voilà que se dessine un scénario qui marque à la fois un cuisant revers et une grande humiliation pour Boeing. C'est en effet l'ultime camouflet infligé à ce géant de l'aérospatial. Non seulement SpaceX a-t-elle remporté haut la main la course à la nouvelle capsule spatiale, mais voilà que même après 4 années additionnelles, Boeing parvient toujours pas à compléter la mise au point de son Starliner. Par contre, à pied levé, SpaceX assure la relève. Notons que Butch Wilmore et Sonny Williams sont très à l'aise dans la Station spatiale internationale, puisque le premier il avait déjà séjourné 6 mois, alors que la seconde, il avait déjà séjourné 2 fois 6 mois. Ils sont donc bien au fait de comment ça fonctionne, c'est quoi la vie à bord de la Station spatiale, et ils se sont donc mis à collaborer avec les 7 résidents réguliers de la station pour mener à bien les opérations. C'est donc dire que pour la première fois, la Station spatiale bénéficiait de 9 paires de bras, ou je dirais plutôt de 9 cerveaux, pour mener à bien les centaines d'expériences scientifiques et technologiques qui sont menées à bord de la station depuis une trentaine d'années. Ils se sont donc joints à l'équipage et pour faire davantage de travaux et non pas, ils se sont pas tournés les pouces en haut, là, ils ne sont pas en attente de revenir sur Terre. Et comme le relate avec humour le New York Times, si un jour vous partiez en voyage pour 8 jours mais que vous ne reveniez que 8 mois plus tard, vous vous sentiriez sans doute coincé. Mais Wilmore et Williams ne sont pas coincés comme on le serait dans un aéroport car ils disposent du confort qu'offre la station spatiale, y compris de la nourriture en quantité, et ils ne sont pas désœuvrés. En revanche, n'ayant pas prévu y demeurer 30 fois plus longtemps, ils n'ont pas apporté avec eux leur effet personnel pour un séjour de longue durée, mais ceux-ci leur seront livrés ultérieurement par vaisseau cargo.
Le 22 août, la NASA confirme qu'ils ne reviendront sur Terre qu'en février 2025. Officiellement, leur réaction a été plutôt philosophique. Après tout, c'est notre boulot que de travailler dans l'espace, dira Butch Wilmore. Et pour sa part, Suni Williams, qui cumule déjà une année en orbite terrestre, déclare avec enthousiasme « C'est mon endroit préféré, où je suis la plus heureuse, j'adore être dans l'espace, c'est très, très amusant, vous savez. » Le 21 septembre, elle prend même le commandement de la station. Voilà qui rappelle le séjour forcé de Franck Rubio, tel que nous le relatons dans le Balado 126 sur les stations orbitales et le tourisme spatial. Franck Rubio s'était envolé en septembre 2022 pour un séjour régulier de 6 mois à bord d'ISS, mais un incident à bord du Soyouz qui devait le rapatrier en mars 2023 l'a condamné à 6 mois additionnels. Rubio n'a toutefois pas hésité à dire qu'il ne se serait pas porté volontaire pour un séjour aussi long si on le lui avait proposé d'avance, une épreuve comme le relatent les quelques astronautes qui ont effectué des séjours aussi prolongés. Rubio a même commenté la situation de ses deux coéquipiers. Je pense que passer de 6 à 12 mois est difficile, mais ce n'est pas aussi difficile que de passer 8 jours à 8 mois. Certes, il y a une petite partie de vous qui est déçue, c'est normal, mais vous ne pouvez pas non plus vous morfondre trop longtemps, il faut vous concentrer à nouveau sur votre mission. Autre conséquence de ce bouleversement de programme, 2 des 4 membres de l'équipage de Crew Dragon, sur le point de s'envoler pour un séjour dans l'ISS, apprendront sous peu qu'ils ne partiront pas. C'est dire que, pour tout le mois d'août, un certain suspense pèse sur les 4 membres de l'équipage. Finalement, 3 semaines avant leur départ, Zena Cardman et Stephanie Wilson apprennent qu'elles demeureront au sol, tandis que Nick Hague et Alexander Gorbunov s'envoleront le 24 septembre. Mais quelle déception cela a dû être pour Cardman et Wilson, qui seront sans doute assignés le plus rapidement possible à une prochaine envolée. De son côté, la capsule Starliner revient sur Terre le 7 septembre et se pose sans encombre dans le désert du Midwest américain. La NASA aurait pu ramener donc l'équipage sain et sauf, mais évidemment, elle a pris la bonne décision de ne pas prendre le risque. Parce qu'imaginez si la capsule, une fois séparée de la station spatiale, avait connu des problèmes de moteur, l'équipage aurait pu se trouver littéralement coincé dans l'espace, perdu dans l'espace, et ça aurait été un drame vraiment terrible d'assister à l'agonie des astronautes. Donc, la NASA n'a pas pris de chance, même si le retour sur Terre s'est finalement bien fait, et c'est une bonne chose qu'on ne prenne pas ce risque-là. Oui, même si c'est un camouflet, en plus de faire rentrer ces astronautes par le concurrent SpaceX, c'est toutefois moins grave que si on imagine de perdre 2 astronautes et puis donc de perdre forcément aussi la capsule à tout jamais. Exactement, c'est ça. Il n'y avait pas de risque à prendre, même si Boeing l'avait dit, tout devrait bien se dérouler, ce qui a été le cas, mais on court pas, on prend pas de risque, ça aurait été terrible. Si ce retour normal présente un soulagement notable donc pour Boeing, l'entreprise annonce néanmoins qu'elle encaissera des pertes d'au moins de 375 millions de dollars pour ne pas avoir complété cette mission. Déjà par le passé, elle avait encaissé 1,6 milliard de dollars à cause de retards accumulés et de l'échec du premier vol d'essai sans équipage de décembre 2019. Elle n'exclut pas non plus de nouvelles pertes financières, notamment à cause du report du premier vol opérationnel de Starliner. Et aux dernières nouvelles, celui-ci n'est pas envisagé avant 2026. C'est là donc un autre revers cuisant pour Boeing, dont la réputation souffre déjà considérablement en matière d'avions de ligne, de systèmes militaires et spatiaux. Et c'est ainsi que le projet Starliner a déjà rencontré de nombreuses défaillances techniques, des problèmes de logiciel, de rubans adhésifs inflammables, de valves coincées et de parachutes défaillants notamment. J'irais même plus loin. Selon moi, je pense que Starliner ne volera plus jamais. D'une part, si la NASA exige de Boeing qu'elle réalise une seconde mission, un second vol d'essai avec équipage, ça va coûter plusieurs centaines de millions de dollars à Boeing, qui déjà a des dépassements de coûts considérables. Deuxièmement, il faut savoir que la capsule Crew Dragon de SpaceX, elle remplit très bien la mission sans faille d'envoyer des équipages dans la station spatiale. En fait, depuis 2020, il y a eu 15 missions habitées réalisées avec la Crew Dragon, 10 transports d'équipage et 5 missions touristiques. Donc, la SpaceX remplit très bien la commande de livrer des équipages régulièrement à la Station spatiale internationale.
D'autant plus que celle-ci arrive un peu en fin de vie. Là. On pense que la station va être mise hors service vers 2030, donc il reste quelques années seulement. Et finalement, tout compte fait, on n'a plus vraiment besoin de la capsule Starliner puisque la Crew Dragon remplit très très bien les fonctions. Donc, je pense, ça reste à voir, là, je fais une prédiction pour l'avenir, je pense que Starliner ne volera plus jamais. Rajoutons aussi que Boeing avait l'intention, un peu comme Boeing, d'offrir des vols commerciaux, des vols touristiques avec cette capsule-là. Étant donné les débords de la capsule, je pense que personne ne va prendre le risque de monter à bord de la capsule. Donc, je pense qu'on vient d'assister au dernier vol de Starliner. C'est une prédiction que je fais, à confirmer d'ici quelques années. Le 17 décembre, la NASA annonce une prolongation de séjour pour Wilmore et Williams. Ceux-ci ne reviendront sur Terre qu'en avril. Ils doivent en effet attendre que la prochaine capsule Crew Dragon, qui transportera un 11e équipage vers ISS, soit prête. Conséquence d'une grande domination. Parlant de SpaceX, l'entreprise d'Elon Musk continue de dominer le spatial. Comme par l'an passé, elle a réalisé plus de la moitié de tous les lancements de l'année, c'est-à-dire 138 des 264 tirs. Et a orbité plus de 80% de tous les satellites, 2392 des 2871 engins spatiaux lancés. Si on exclut les 1981 Starlink de SpaceX, ils ont néanmoins orbité 46% de tous les autres satellites. 411 des 890 engins spatiaux. Des performances et une domination sans aucune mesure commune. Ajoutons que SpaceX a effectué 132 tirs de fusée Falcon 9, ce qui représente de 2 à 3 lancements chaque semaine. Une autre performance époustouflante. En certaines occasions, elle a même réalisé 3 ou 4 tirs de fusée en 2 jours ou moins. Aucune autre entreprise ni agence spatiale n'est capable d'accomplir de tels prodiges. En revanche, tout ne se passe pas parfaitement pour l'entreprise puisque les Falcon 9 ont connu quelques ratés et qui ont bien failli compromettre d'importantes missions. C'est ainsi que le 11 juillet, le moteur fusée du second étage d'une Falcon 9 tombe en panne, entraînant la perte de 20 Starlink. L'incident a pour effet de retarder le vol de Jared Isaacman, le milliardaire qui rêvait de réaliser une sortie spatiale et d'atteindre une altitude record. Les Falcon 9 sont donc cloués au sol durant 2 semaines avant de reprendre du service en plaçant un nouveau lot de Starlink. Puis dès le lendemain, SpaceX lance 2 autres lots de Starlink cumulant 3 tirs en moins de 30 heures. Encore là, des performances inédites. Le 28 août, au terme d'un autre lancement de Starlink, SpaceX ne parvient pas à récupérer le premier étage de la fusée porteuse comme elle le fait couramment. Il s'agit d'un premier échec en 3 ans et demi et après 268 réussites. Les lancements sont à nouveau suspendus le temps pour l'administration fédérale de l'aviation, la FAA, d'analyser l'accident. Cette agence gouvernementale a pour mandat d'assurer la protection du public lors des opérations spatiales qui posent toujours des risques. Mais la supervision de la FAA représente pour Elon Musk une entrave majeure à ses activités. Face à certaines pressions exercées, la FAA autorise 2 jours plus tard SpaceX à reprendre ses tirs pendant qu'elle poursuit son analyse. SpaceX reprend donc ses tirs en réalisant le 31 août 2 lancements de Starlink en l'espace de 65 minutes seulement, l'intervalle le plus court jamais enregistré entre 2 tirs d'un même type de fusée. Mais le 29 septembre, SpaceX est à nouveau contrainte à suspendre ses activités à la suite d'un autre incident survenu avec un 2e étage d'une Falcon. Cette fois, une défaillance d'un moteur fusée à l'étage perturbe sa rentrée dans l'atmosphère au terme de sa mission. Ce nouvel incident survient alors que SpaceX s'apprête à lancer 2 importantes sondes spatiales. En effet, le 7 octobre, une Falcon 9 doit expédier la sonde Hera vers un couple d'astéroïdes, tandis que le 10 octobre, une Falcon Heavy doit propulser Europa Clipper vers Jupiter. Si ces sondes ne s'envolent pas à temps, leurs missions seront alors retardées de plusieurs années. Mais encore une fois, tout rentre rapidement dans l'ordre de sorte que SpaceX peut procéder. C'est ainsi qu'à la date prévue, une Falcon 9 lance la sonde européenne Hera qui, à partir de 2026, étudiera le duo d'astéroïdes Didymos et Dimorphos. On se souviendra que le 26 septembre 2022, la sonde américaine DART a percuté Dimorphos, modifiant légèrement son orbite autour de Didymos. Écoutez le balado 103 sur l'actualité commentée, l'exploration du système solaire première partie. Hera cherchera à évaluer les effets qu'a eu DART.
Elle emporte avec elle 2 microsondes qui étudieront l'intérieur de l'astéroïde afin de voir s'il ne s'agirait pas d'un simple amas de pierres plutôt que d'un astre solide. La mission d'Hera pourrait se terminer par un atterrissage sur Didymos. Ensuite, le 14 octobre, une Falcon Heavy propulse la sonde Europa Clipper de la NASA. À partir de 2030, celle-ci scrutera Europe, l'une des principales lunes de Jupiter, afin de voir si, sous son épais manteau de glace, ne se trouverait pas un vaste océan propice à une vie marine. Ce sera l'occasion pour nous d'étudier le premier endroit où pourrait abonder une vie extraterrestre. Entre-temps, le 10 septembre, une Falcon a une place sur orbite terrestre. La capsule Crew Dragon, à bord de laquelle prennent place Jared Isaacman et 3 voyageurs. Dans un premier temps, cette capsule atteint l'altitude de 1400 km. Jamais une capsule ne s'est aventurée si loin de la Terre depuis la mission Apollo 17 en décembre 1972. 2 jours plus tard, Isaacman ouvre l'écoutille de la capsule pour sortir à l'extérieur le haut de son corps durant 8 minutes. Il n'est cependant pas allé plus loin car marcher dans l'espace, entre guillemets, aurait été beaucoup trop risqué. Enfin, le 28 septembre, SpaceX lance la capsule Crew Dragon qui doit ramener sur Terre en février prochain les 2 rescapés d'ISS. Ces quelques réalisations illustrent le rôle vital joué par SpaceX. Cependant, si jamais survenait un accident majeur, par exemple l'explosion d'une Falcon sur son pas de tir qui endommagerait sévèrement les installations, cela aurait des répercussions considérables sur l'ensemble des activités spatiales. Si donc les prouesses de SpaceX émerveillent tout le monde, on doit aussi s'inquiéter de la place prépondérante qu'occupe la société d'Elon Musk. C'est pourquoi tant la NASA, le Pentagone que les autres utilisateurs de l'espace souhaitent la venue de nouvelles fusées susceptibles de concurrencer efficacement SpaceX. À ce chapitre, on a vu d'un très bon œil les premiers vols d'essai des fusées Vulcan, Ariane 6 et New Glenn survenus en cours d'année. Dans le cas de la New Glenn, son premier tir est survenu avec retard le 6 janvier 2025. Ajoutons enfin que SpaceX a aussi procédé au 5e et au 6e tir de son vaisseau Starship. Le 13 octobre, celui-ci a parfaitement réussi son 5e tir puisque SpaceX est parvenu à capturer en plein vol le premier étage. Une scène spectaculaire. L'étage supérieur, quant à lui, a poursuivi sa course jusqu'à 212 km d'altitude avant d'amérir précisément à l'endroit prévu dans l'océan Indien. Le 19 novembre, un 6e Starship s'envole sans problème. Toutefois, SpaceX annule à la dernière minute la récupération du premier étage, qui s'abîme par conséquent dans le golfe du Mexique, tandis que le Starship réalise un autre amérissage contrôlé dans l'océan Indien. Conclusion, coup de théâtre. Mais voilà que le 5 novembre, à la surprise générale et à la consternation de tous de manière assez nette, Donald Trump est réélu président des États-Unis. À ses côtés figure Elon Musk, qui a investi plus de 200 millions de dollars de sa fortune à cette réélection. Musk est à présent l'un des principaux conseillers de Trump. Ce dernier lui a même confié la direction d'un comité chargé de rendre plus efficace la fonction publique américaine en sabrant quelques 30% des dépenses publiques. Voilà qui le place au centre d'une multitude de conflits d'intérêts puisque SpaceX détient pour 22 milliards de contrats de la NASA et du Pentagone. Parmi les premières mesures d'efficacité que pourrait prendre Musk, il pourrait y avoir celle d'éliminer la supervision qu'exerce la FAA et l'EPA, l'Agence de protection de l'environnement, qui à ses yeux retarde son programme Starship. En outre, il pourrait chercher à nuire aux autres lanceurs qui feront bientôt concurrence à ces Falcons. Certains craignent même qu'il tente de réorganiser le programme Artemis de retour sur la Lune au profit de SpaceX. On estime ainsi que, alors que Donald Trump revient à la Maison-Blanche, les plans de la NASA pourraient être bouleversés par l'annulation de la coûteuse fusée SLS. M. Trump pourrait réorienter la NASA vers l'envoi d'humains vers Mars, puisqu'on sait qu'atteindre la planète rouge est l'objectif principal d'Elon Musk. Et que dire des autres entreprises qui préparent en ce moment la mise en service de satellites concurrents au Starlink ? Enfin, le 4 décembre, Trump surprend tout le monde en plaçant à la tête de la NASA Jared Isaacman. Il s'agit néanmoins d'une nomination bien accueillie dans l'ensemble, puisque Isaacman est entrepreneur et a fait ses preuves et qu'il connaît déjà bien le spatial. Il est aussi apolitique, mais c'est un proche de Musk. La question qu'on peut maintenant se poser, c'est quel impact vont avoir ces décisions-là sur le spatial de 2025 et la suite? Normalement, à l'heure où vous écoutez ce balado-là, je suis en train de rédiger la suite de ce balado-là et l'impression que j'ai, c'est de m'embarquer dans un sable mouvant
où l'actualité peut changer très rapidement avec le caractère intempestif de Donald Trump. Et la question un peu que tout le monde se pose, c'est quand est-ce que je ne sais pas si vous l'avez l'expression en France, la bro-romance, la romance entre Donald Trump et Elon Musk, combien de temps elle va durer, cette romance-là? Il y a beaucoup de spéculations. Je pense qu'il y a beaucoup de gageux qui sont faits à ce sujet-là. Donc, là, on est dans une période de flottement où il va se passer des drôles de choses que je vais essayer de couvrir dans les prochaines semaines pour vous revenir. Mais on arrive dans une phase, on le voit ici au Canada, Trump nous menace de nous annexer, qu'on le veuille ou non, etc. On vit vraiment à une drôle d'époque, une époque très particulière que je vais essayer de couvrir dans un prochain balado. Ce ne sera pas le prochain balado, là, on vient avec la conquête de l'espace, mais on traverse, disons, une époque à la fois un peu désolante, un peu triste, mais en même temps très intéressante. C'est ce que nous allons tenter de couvrir tout au long de l'année et particulièrement dans un prochain balado. En terminant, je vous rappelle que si vous avez le goût d'entrer en communication avec nous, la façon la plus simple, c'est de nous écrire à l'adresse baladovde@gmail.com, baladovde. Quand vous faites ça, vous communiquez directement avec moi. Donc, j'ai toujours le plaisir de vous répondre. J'accepte avec beaucoup d'intérêt, je considère avec beaucoup d'intérêt vos suggestions. J'aime beaucoup aussi quand vous nous racontez dans quel cadre vous écoutez le balado. C'est inspirant de savoir. Je ris toujours parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui nous racontent qu'ils nous écoutent en s'endormant, en se couchant le soir et qui s'endorment sur nos balados, mais qui nous spécifient que ce n'est pas parce qu'on est endormant. Mais tant mieux si ça peut vous aider à passer de bonnes nuits. Moi, j'ai plaisir donc à avoir de vos nouvelles, j'ai plaisir à prendre contact avec vous, donc je vous invite à communiquer avec nous et sachez que tout ce que vous nous écrivez, on en tient compte, même si parfois on n'y donne pas nécessairement suite, mais on l'apprécie beaucoup. Donc, c'est à une prochaine. Le prochain balado, c'est la suite de la conquête de l'espace. Une aventure, je ne sais pas si vous allez l'apprécier, mais moi, j'ai beaucoup de plaisir à vous raconter parce que ce qui s'est passé au cours des 65 dernières années ou un peu plus, ça a vraiment été une aventure extraordinaire et c'est ce qu'on va vous raconter par épisode tout au long de l'année 2025. Donc, au plaisir de vous revoir très bientôt. Merci à toi, Claude, et puis à très vite pour la suite. Si vous souhaitez vous aussi rejoindre l'équipage de Voyage dans l'espace, si vous souhaitez nous soutenir, rendez-vous sur le site patreon.com, recherchez Voyage dans l'espace et vous pourrez nous laisser une contribution à la hauteur de vos moyens. Et pour 5$ et plus, vous aurez accès aux épisodes réguliers 2 semaines à l'avance, ainsi qu'à l'entièreté des fascicules qui accompagnent la plupart des épisodes, soit des heures de lecture avec des dizaines de fascicules produits depuis maintenant 7 ans de Voyage dans l'espace. Cet épisode vous a été présenté par Florent Meunier avec Dylan Baillargeon, Claude Lafleur au contenu et Laurent Rignugo à la diffusion. Sur ce, et où que vous soyez dans l'univers, à bientôt pour un autre voyage dans l'espace.